de ce thème, algorithme et libre arbitre. Quel avenir pour notre liberté? Et c'est Cécile Godet qui coordonnera cette session et la conclura. Je vous passe la parole, Cécile, avant de vous présenter les invités qui sont autour de nous. Donc, merci beaucoup, Martial. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom est Cécile Godet, donc je suis professeure à la faculté d'économie et de gestion d'Aix-Marseille Université. Et j'ai donc l'honneur de coordonner pour la 23e rencontre économique d'Aix-en-Provence, cette 29e session qui est intitulée « Algorithme et libre arbitre, quel avenir pour notre liberté ?» Alors, vous l'avez compris, Martial You, rédacteur en chef économie chez RTL, animera la table ronde. Et avant toute chose, on tient vraiment à vous remercier très chaleureusement d'être ici aujourd'hui et d'avoir accepté de débattre sur ce sujet passionnant et à la fois, on va dire, scientifique, mais également d'actualité. Car, en effet, la question du rôle grandissant joué par les algorithmes, et en particulier par les algorithmes d'intelligence artificielle, occupe le devant de la scène, notamment depuis le lancement, fin novembre 2022, de l'intelligence artificielle générative ChatGPT. Globalement, on peut définir un algorithme comme une suite finie et ordonnée d'instructions destinées à résoudre un problème. Donc, les algorithmes sont omniprésents dans notre quotidien, à la fois dans la sphère professionnelle, domestique. Alors on a par exemple la recette de cuisine qui est décrite sur mon écran du robot cuiseur multifonction. On va avoir une trajectoire qui est proposée dans ma voiture, ou encore le placement des ordres de marché par négociation haute fréquence. Les algorithmes d'intelligence artificielle vont beaucoup plus loin. Comme le précise Yann Lequin, ils vont permettre à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains. Dans ce cas-là, les algorithmes d'intelligence artificielle développent des capacités d'apprentissage qui vont leur permettre d'automatiser de nombreux processus. On pense par exemple au service après-vente dans les entreprises ou encore à la conduite d'une voiture. Des capacités d'apprentissage qui peuvent être poussées beaucoup plus avant pour mener à bien des tâches complexes qui étaient jusqu'alors dévolues aux seuls experts. On peut penser aux IA, aux intelligences artificielles qui préconisent un traitement médical, qui prédisent les crimes ou encore qui produisent des recommandations de justice. Si l'efficacité exécutoire des algorithmes d'intelligence artificielle n'est plus à démontrer, ces derniers soulèvent cependant un certain nombre d'inquiétudes, liées par exemple aux biais qui peuvent rejaillir sur les préconisations, au risque de dépendance et au risque d'irrespect de notre vie privée. D'autres interrogations vont porter sur les cadres de gouvernance, par exemple, à mettre en œuvre pour réguler les potentielles menaces de l'algocratie, ou bien le type de société démocratique à construire et à promouvoir avec les algorithmes d'intelligence artificielle. C'est donc la question générale de l'exercice de notre libre arbitre que nous posons aujourd'hui et dont nous allons débattre. Et je laisse à présent la parole à Martial. Merci Cécile, et je vous invite d'ores et déjà à prendre en compte le fait qu'à la fin de notre discussion avec les différents invités de cette table ronde, vous aurez la possibilité, on va essayer au maximum de vous laisser le plus de temps possible pour qu'il y ait une interaction et des questions venant de votre part pour pouvoir y répondre très concrètement. Alors vous l'avez compris évidemment, l'intelligence artificielle, les algorithmes, ChatGPT, tout cela est en train d'arriver très fortement, très vite dans notre vie, et je me suis amusé pour préparer cette table ronde, le jour où je l'ai préparée, à regarder les homepages des principaux sites et journaux d'information économique le même jour. Et donc on avait dans le Wall Street Journal une question: pourquoi l'intelligence artificielle est le prochain grand pari pour les entreprises qui travaillent sur le climat? Vous aviez toujours le même jour les Échos, ChatGPT et IA, la fin des développeurs. Le même jour, le Figaro Écho, Carrefour s'associe avec ChatGPT pour simplifier les courses de ses clients. Le Monde, dossier sur la publicité qui plonge dans l'IA, et BFM Business, ChatGPT a-t-il créé une bulle en bourse? Ne serait-ce que pour vous montrer qu'à chaque fois, pratiquement, vous ouvrez un journal, tous les jours, aujourd'hui, vous avez ChatGPT et des interrogations sur l'intelligence artificielle. Là, cet après-midi, on va s'interroger sur qu'est-ce qui reste de nos libertés finalement face à des algorithmes qui nous connaissent si bien? Est-ce que ça réinvente, on parlait d'algocratie tout à l'heure, la notion même de démocratie et de libre arbitre? Et on en parle donc avec Cécile Godet, mais également avec Ismaël Fahmy, qui est fondateur de Drone Imprint et Media Kernels
Indonesia. On aura Gianmarco Monserrato, le président de Deloitte, Kefers Butterfield, la PDG du Center for Truthworthy Technology pour le Forum économique de Davos, hein, et Eric Salobir, qui est président du comité exécutif Human Technology Foundation. Alors, première question, Ismaël Fahmy, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, l'influence réelle des algorithmes dans nos vies, quelle est-elle véritablement? Et est-ce qu'on a du mal à en mesurer toutes les ramifications? OK, thank you. Bien, merci. En fait, donc on a... Bon, il y a beaucoup de choses positives, il y a beaucoup d'impact. Une chose que j'aimerais partager avec vous. Bon, je me rappelle la dernière fois... attendez, quand je voyage, j'achète des livres, pour apprendre quelque chose pendant mes 18 heures de vol, par exemple, quand je voyage. Et donc, j'ai amené beaucoup de livres. Et avant, je lisais énormément. C'est fini maintenant, je ne fais plus ça. Maintenant, j'essaie de ne pas dépendre sur l'intelligence artificielle. Je ne veux pas dépendre sur l'intelligence artificielle, mais parfois, je passe très peu de temps dans un endroit donné. Et à ce moment-là, je demande à ChatGPT de me présenter l'endroit, de me parler un peu de l'endroit, de m'expliquer ce qui se passe, etc. Et l'impact est réel. Et je me rappelle quand j'ai fait mon doctorat à Amsterdam, j'avais travaillé sur l'intelligence artificielle. Mais depuis ChatGPT, l'a fait l'année dernière, bon, maintenant, on a des vrais usagers, des usagers qui peuvent avoir accès à l'intelligence artificielle, qui peuvent demander des choses, peuvent faire plein de choses. Et ça a beaucoup changé de choses. Alors, ChatGPT, l'intelligence artificielle, finalement, bon, c'est un changement très positif, je crois. C'est positif pour l'avenir également. Je me rappelle en Indonésie, nous avons beaucoup d'écoles. Nos élèves n'ont pas l'habitude d'apprendre sur la citoyenneté, par exemple. Il faut leur enseigner. Donc, je leur ai posé la question, est-ce que vous pouvez enseigner cela aux élèves? Et ils ont dit, ça va nous prendre des années pour préparer les enseignants pour traiter de ces sujets. Mais il faut qu'on enseigne ces données aux élèves. Et on n'a pas les ressources. Et dans ce cas, donc j'ai contacté une académie, finalement, et qui utilise l'intelligence artificielle en tant que tuteur. Et il prépare pour chaque élève, et il prépare un tutorat, finalement, pour les élèves. Et donc, ça a beaucoup d'impact. On se sert de l'intelligence artificielle pour enseigner. C'est des choses qui auraient pris des années pour préparer les enseignants autrement. Et donc, ça va avoir un impact important sur la race humaine, sur l'humanité, si on peut bien l'utiliser. Mon entreprise, moi, travaille sur le big data. Et, j'ai même fait des choses avant Elon Musk, donc et on étudiait les médias sociaux finalement. Et depuis 2016, en Indonésie, on a essayé d'étudier, de savoir comment les gens manipulaient l'opinion publique en utilisant l'intelligence artificielle ou les algorithmes derrière les médias sociaux. Donc déjà, en Indonésie, on a utilisé ces moyens. Donc, vous savez, bon, il parle des médias sociaux finalement, et comment on manipule l'opinion publique, et quelle est la vérité finalement. La vérité est en dehors de l'algorithme, donc c'est important pour nous de voir les risques et les avantages des médias sociaux et des algorithmes que contiennent l'intelligence artificielle. Donc, Jean-Marco, je réagis à ce qu'on... d'influence, parce qu'on voit cette importance de plus en plus forte des algorithmes, de l'intelligence artificielle, bien évidemment, dans nos vies. On est à un moment particulier de l'histoire, dans la relation entre l'homme et la machine? Je pense qu'on est à un moment particulier, parce que
En fait, c'est une très vieille question, l'algorithme et le libre arbitre. C'est une très vieille question et c'est une question localisée géographiquement. C'est une question qui remonte à plus de 2000 ans. Comme le nom l'indique, algorithme, c'est l'algèbre des Grecs. Et Pythagore, qui était le premier maître des algorithmes, si vous regardez la philosophie politique de Pythagore, qui sera prise par Platon, c'est pas une philosophie de liberté, loin s'en faut. Il y a un dictateur, les règles, on applique les règles prédéterminées, on n'en sort pas. Et il faudra une rupture, si je puis dire, de pensée, toujours autour de la Méditerranée, avec saint Augustin, qui, partant comme Pythagore de dire le libre arbitre c'est mal parce qu'on sort des algorithmes finis, il n'utilise évidemment pas le mot algorithme, mais c'est la philosophie, et qui va finir par arriver, dire non, en fait, le libre arbitre c'est bien, c'est dangereux, mais c'est bien, mais il faut sortir du prédéfini si on est un humain. Donc, vieille question, très localisée, parce qu'en Asie, aux États-Unis, la question se pose certes, mais avec moins d'acuité ou d'intensité qu'en Europe, donc ce n'est pas forcément un hasard. Et pourquoi elle se pose vraiment beaucoup aujourd'hui, c'est que l'algorithme, qui est un très, très, très vieille technique, là, on l'associe depuis peu à des puissances de calcul inimaginables. Ça change effectivement tout. Et là, ce week-end, Microsoft a annoncé avoir lancé un ordinateur optique, pas quantique, optique, dans une banque. L'ordinateur optique, c'est 100 fois plus rapide que la plus grosse machine aujourd'hui. Donc, jumeler un algorithme, c'est puissant. Et ça pose deux sujets. Le sujet de la confiance, parce que ChatGPT hallucine, alors non pas que ChatGPT prenne des substances interdites, mais parce que ChatGPT va jusqu'à la 7e ou 8e occurrence de corrélation, elle peut arriver à des résultats complètement absurdes pour un humain. Qu'on aura beaucoup de mal à les recomposer, parce qu'à 7 ou 8, on n'y va pas, nous, cerveau humain, mais on va y voir que le résultat ne fait aucun sens, sans comprendre pourquoi. Donc, première, la confiance. Comment on s'assure que les résultats de l'algorithme sont fiables? La deuxième, et c'est une conviction profonde que j'ai, là je suis optimiste, c'est que la bonne nouvelle des algorithmes, c'est que ça va rendre obsolète la simple maîtrise technique pour la remplacer par l'art de la décision. Pendant 50 ans, même un siècle, dans les économies très tayloristes, on a créé des emplois et des procès de décision très techniques. Il fallait maîtriser la technique du contrôle de gestion, de la comptabilité, du droit, de l'ingénieur, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à la décision. Ça, l'algorithme le fera toujours mieux que vous, surtout si c'est une IA. Ça, c'est fini. En revanche, ça va remettre l'emphase sur l'art de décider, un art qui suppose d'être capable de juger de la fiabilité des informations dont on a à sa disposition et de prendre des décisions qui sont en rupture. Imaginez si les décisions politiques au XVIIIe et XIXe siècle avaient été prises sur la base d'algorithmes, aucun des progrès sociaux qu'on connaît n'aurait existé. Un algorithme ne fait que vous répliquer le passé. Et que ce soit en tête des entreprises ou des États ou des organisations publiques, ça va être passionnant parce qu'il va falloir recréer une éthique de la décision, un art de la décision qui vous donne quelque chose, mais vous pouvez faire différemment. Je conclurai juste sur un exemple très facile à comprendre, le jeu d'échecs. Ça fait 25 ans que les machines battent les humains aux échecs. Hein. Il n'y a plus aucun problème. Et il y a 25 ans, le jeu d'échecs était très ennuyeux. C'était des Russes qui calculaient très loin et tout le monde s'endormait devant les parties. Aujourd'hui, les jeux d'échecs sont redevenus à la mode. Et le meilleur joueur d'échecs du monde, Magnus Larsen, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne avec les machines. Il mémorise les meilleures parties. Et quand il joue face à un humain, à un moment donné, il va faire un mauvais coup, volontairement, pour sortir du cadre, sortir du script. Au moment qu'il choisit, il crée le chaos. Et c'est à ce moment-là qu'il gagne la partie. Et c'est fascinant parce que ça va s'appliquer à nous tous. Quand on a à décider, c'est à quel moment on décide de sortir du script pour être humain. Et c'est un vrai art de décision de prendre ces décisions. Donc je pense qu'en conclusion sur le point, l'algorithme va nous réapprendre ce qu'est vraiment le libre arbitre, la responsabilité du libre arbitre qui va avec, les risques, mais aussi les innombrables opportunités qui vont avec. Keith Butterfield, le modèle économique jusqu'à maintenant de cette intelligence artificielle, des algorithmes, de la maîtrise des données, c'était effectivement de pouvoir utiliser ces données pour générer soit des profits, soit enclencher des actes d'achat, par exemple, et de la publicité. Aujourd'hui, on voit, il y a une tentative d'Elon Musk ces derniers jours de rendre payant Twitter pour qu'il soit illimité. Donc il y a un autre modèle qui se met à jour. Mais quelle est, selon vous, l'importance économique et géopolitique aujourd'hui des données au moment où se développe très vite l'intelligence artificielle? Sure, thank you. Bien, merci beaucoup pour cette question.
compris, les données, c'est quelque chose qui est à la base de tous les algorithmes. Bon, si on n'a pas de données, les algorithmes ne servent à rien. Et comme on le sait, comme un nombre d'entre vous le savent déjà, la source secret des modèles de langue que ChatGPT, par exemple, utilise, les systèmes génératifs, en fait, c'est basé sur le fait qu'ils ont été en mesure de récupérer beaucoup de données de l'Internet et donc en mesure, comme ça a été décrit, d'utiliser toutes les données disponibles sur Internet. Et donc, on aurait tendance à penser que ça veut dire qu'on peut faire des choses qui seraient impossibles autrement. Donc, on peut réaliser des découvertes médicales qui n'auraient pas été possibles parce que les gens ne peuvent pas lire aussi rapidement que les algorithmes le peuvent. Mais évidemment, pour le moment, là, comme on l'a vu avec le procès à New York, où l'avocat a effectivement utilisé 7 cas qui étaient falsifiés de ChatGPT. Et donc, il y avait des erreurs incroyables dans son plaidoyer. Et donc, il est très important qu'on fasse très attention, qu'on vérifie l'information que l'on obtient. Sinon, mais pour revenir à la question des données, je pense qu'il y a beaucoup de questions sur les données, principalement dues sur le fait que est-ce que chaque pays a besoin de son premier modèle souverain de langage? Est-ce que l'on est prêt, tout un chacun? Mon collègue a parlé de la justice. Est-ce qu'on est prêt, si on passe la justice aux algorithmes, est-ce qu'on est prêt à accepter que la justice soit rendue par une société dans le Silicon Valley, ou est-ce qu'on préférerait que les valeurs françaises soient intégrées dans ces algorithmes? Alors oui, il faut être très prudent, il faut faire attention à comment on utilise les données et quelles données sont utilisées. Et je suis également très inquiète sur le fait que si on regarde une carte des données dans le monde, les États-Unis, par exemple, disposent d'énormément de données, des données en Europe, puis en dessous de ces pays, de toute évidence, il y a la Chine dispose de données, mais en dessous, vous avez l'Amérique latine et l'Afrique qui sont affamés parce qu'ils ne disposent pas. Il n'y a pas de données numériques disponibles, pas assez, qui viennent du sud global, pour leur permettre d'être bien représentés lorsqu'on utilise, par exemple, ChatGPT ou lorsqu'ils utilisent des algorithmes. Donc, il faut réfléchir à cela et penser au fait que est-ce que l'on recolonise le monde en utilisant ces modèles? Est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire? Parce qu'en fait, les données que l'on utilise sont principalement créées par les Blancs dans le Nord blanc. Donc, et dans le Sud, on n'est pas suffisamment représenté. Et donc, c'est des questions que posent justement les données disponibles. Donc, c'est très important de garder beaucoup d'attention. Pour conclure, le Royaume-Uni envisage de faire passer son service de santé à une entreprise qui est actuellement dans la Silicon Valley. Alors, pour gérer le système de santé, est-ce que l'on peut accepter ça? Est-ce qu'on veut partager nos données avec une entreprise privée à l'étranger ou avec un certain nombre d'entreprises? Ou est-ce qu'on devrait facturer quelque chose pour l'utilisation de ces données? Donc, ça c'est une possibilité. Donc, il y a beaucoup de questions, beaucoup de... En même temps qu'on voit l'émergence de ces IA, il y a aussi évidemment, on le sait, les bulles virtuelles dans les réseaux sociaux qui enferment peut-être un peu les gens avec ceux qui pensent comme eux, en quelque sorte. Est-ce que tout ça va modifier finalement notre liberté, notre rapport aux autres, notre rapport même à la démocratie? Alors, ça va probablement modifier, et ça modifie déjà notre rapport à la démocratie. La vraie question derrière ça, c'est de savoir finalement si cette technologie, elle reste à notre service, oui, ou si à un moment, elle devient un peu notre maître.
Et je pense que cette question-là, elle est particulièrement pertinente au moment où on est face à ChatGPT et à son succès. Et pour la première fois, je dirais, on a vraiment une instance qui est une instance parlante, non humaine. Elle parle très bien et elle n'est pas du tout intelligente. Et on se rend compte que comme on associe toujours la parole à l'intelligence, et la parole, c'était censé être un peu le propre de l'homme, on anthropomorphise beaucoup cette technologie. Regardez la façon dont nos contemporains l'utilisent. Ils essaient de la piéger, ils lui posent des questions existentielles, alors que, comme le rappelait Gian Matteo, c'est un générateur de texte, ça ne va pas plus loin. Et en faisant ça, déjà, on lui fait un peu quitter son statut d'objet. Alors c'est déjà arrivé dans d'autres cas, souvenez-vous des enceintes connectées, je pense qu'un certain nombre d'entre vous en ont chez eux. Ces enceintes-là, elles n'ont pas beaucoup de conversations, et pourtant elles ont réussi à se faire un peu une place dans nos foyers. Parfois elles sont un peu le juge de paix quand on a un débat, une question, l'oracle de Google nous dit quelle est la réponse, et à un moment elles sont presque un peu comme les dieux lards. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les dieux lards, c'était ces petites statuettes qui étaient dans les villas romaines et qui étaient censées représenter les esprits qui protégeaient le foyer. Il y avait même des trous dans les murs de façon à ce que le dieu puisse vérifier ce qui se passait, les portes, les fenêtres, etc. Il fallait vraiment y croire, hein. C'était l'ancêtre, on va dire, de la vidéosurveillance, et tout le monde n'y croyait pas, et notamment dans la tradition juive, il y a une habitude de se moquer des faux dieux en disant ils ont une bouche et ne parlent pas, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Mais si vous dites Alexa, commande-moi une pizza sans pepperoni, 20 minutes après, vous avez une pizza sans les pepperoni. Donc en fait, effectivement, petit à petit, on voit que ces technologies, elles prennent une place. Petit à petit, on en devient un peu dépendant, pas en mode Matrix, c'est-à-dire elles ne nous dominent pas. Mais dans Matrix, même dans ce film-là, il y a une scène assez intéressante. À un moment, Neo se retrouve au sous-sol de Sion, donc qui est la ville libre des humains, et quelqu'un lui montre toutes les machines qui font tourner la ville, et il lui dit nous contrôlons ces machines, mais si elles s'arrêtent, nous mourrons. Et je pense que quelque part, on est un peu dépendant de toutes ces technologies qu'on a créées. Si elles s'arrêtent, effectivement, on est vraiment dans la panade. Et en plus de ça, un peu en lien avec ce que je disais sur l'anthropomorphisation, je pense qu'on projette quelque chose d'un peu chamanique, une pensée. Je suis persuadé que la pensée magique dans notre société très rationnelle, très technologique, elle n'a pas disparu. Et en fait, quelque part, on en fait un peu des fétiches ou des totems, c'est-à-dire quelque chose dans lequel je vais investir pas mal d'énergie ou d'argent, que je place en face de moi et dont j'attends quelque part qu'il m'apporte une forme de protection ou de secours. Et quand je fais ça, j'ai l'impression d'utiliser le totem, mais en fait, je me place sous l'autorité du totem. Alors cela dit, quand on dit ça, ça ne veut pas dire que ceux qui fabriquent les totems, c'est, je ne sais pas, Sam Altman par exemple, ou Yann Lequin. En fait, un épisode intéressant pour ça, c'est celui du veau d'or. Toujours dans la tradition juive, peut-être vous connaissez ce moment-là. Donc le veau d'or, Moïse est monté sur la montagne pour chatter avec Dieu. Il télécharge les 10 commandements sur sa tablette, ça prend du temps. Le Wi-Fi est visiblement pas terrible. Pendant ce temps-là, les autres commencent à angoisser en disant « mais personne ne nous protège, qu'est-ce qui va se passer ?» Et ils demandent à des orfèvres de leur fabriquer une idole en or. Mais finalement, ce n'est pas les orfèvres qui fabriquent l'idole. Eux, ils font juste un artefact en or. Ceux qui donnent ce pouvoir divin, c'est tout le peuple, c'est chacun. Donc je pense que c'est chacun d'entre nous qui va ou pas céder au fait de donner quelque part quelque chose de divin. Quelque part, est-ce que chacun d'entre nous va accepter ou pas de se mettre sous le contrôle de cette technologie ? C'est intéressant parce que depuis le début de cette conversation, on est quand même autour de cette question de notre évidemment libre arbitre et rapport à la démocratie. Et Ismaël Fahmy, justement, vous vouliez nous présenter 2 exemples de manipulation politique dans votre pays, en Indonésie, que vous connaissez bien, où l'on a utilisé précisément les algorithmes. Justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, cela arrive en Indonésie, mais aussi dans d'autres parties du monde. Les algorithmes sont une réalité en Indonésie, mais sont aussi une réalité aussi ailleurs. Alors, il y a 2 exemples. Nous avons partagé des éléments analytiques liés aux événements politiques. Lors des élections, on essaie de recueillir des données. En règle générale, quelqu'un veut promouvoir un candidat qu'il souhaite soutenir. En fait, ils essayent de créer des opinions et ensuite ils manipulent l'algorithme. Ils utilisent les données. Une enquête a été faite en Indonésie. On leur a posé la question. Vous avez des informations sur la politique, hein?
Alors c'est une enquête, hein. 70% obtiennent des informations de la télévision. Alors, vous savez qu'en Indonésie, nous n'avons pas une très bonne connexion Internet, hein, notamment dans les régions rurales. C'est pour ça qu'ils obtiennent leurs informations de la part de la télévision. Mais en fait, le narratif ne vient pas de la télévision, mais il vient des médias sociaux. Et la deuxième source d'information politique vient des réseaux sociaux, des médias sociaux. Alors moi, je me pose les questions. Le narratif des médias sociaux devient le narratif de la télévision traditionnelle. Donc, il y a des médias, il y a Twitter. L'use de Twitter n'est pas aussi élevée par rapport à TikTok, mais sur Twitter, vous avez des sujets contemporains. Vous avez des journalistes qui vont pousser un sujet de la part de leur patron. On leur dit, vous allez trouver une histoire. Vous allez sur Twitter, ils vont essayer de relever une histoire qui est à la mode. Et souvent, ces histoires sont inventées par des troupes cybernétiques, par des cybertroupes qui essayent de manipuler les choses. En fait, ils donnent des informations à base de hashtags et ils, en fait, incarnent une tendance. Et ensuite, tout cela est récupéré par la télévision. Et donc, ils utilisent ces moyens pour manipuler l'opinion publique. Alors, ça, c'est un exemple. Mais il y a un autre exemple que je pourrais citer. Avec le gouvernement, nous avions des discussions sur un projet. Il s'agissait en fait de changer le lieu de la capitale, en fait. Et en fait, il y a des lois qui doivent être promulguées. Si vous voulez changer le lieu de la capitale. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Donc les gens ont leur propre opinion, les gens utilisent des trolls en utilisant les influenceurs afin de promouvoir un narratif, pour promouvoir un scénario. Donc cela arrive d'ailleurs très souvent en Indonésie, mais dans d'autres pays du monde. Et cela est parfois utilisé par les gouvernements et par les politiciens. Je crois qu'en 2014, on a commencé à utiliser les cybertroupes. Et les influenceurs sur Twitter étaient très heureux parce qu'ils étaient payés par une entreprise afin de promouvoir leurs produits. Et ça, c'était pour eux normal, mais depuis les événements politiques, ils ont en fait promu les messages politiques. Alors, voilà, ce sont deux exemples, mais la situation change, elle évolue. Souvent, on utilise les algorithmes chez Twitter ou avec Twitter. Il faut savoir comment fonctionne l'algorithme de Twitter, de Facebook et de Twitter, parce que les algorithmes permettent de mesurer le nombre de partages. Et en fait, ils veulent faire apparaître ce processus comme étant naturel. Monsieur Latour, on va poser les questions un peu, puisqu'on est autour de ça depuis le début, mais est-ce qu'en gros, il y a une menace pour la démocratie de manipulation? Est-ce qu'on va devoir réinventer notre rapport au vivre ensemble, les contours de la démocratie à l'aune des algorithmes? Je pense que déjà la démocratie, depuis sa naissance, c'est un concept qui est toujours menacé. La démocratie, par construction, est fragile. Et là, c'est une menace particulière. Mais j'évoquais tout à l'heure le fait que les algorithmes entraînent une éthique de la décision, un art de la décision. Ça vaut aussi pour le politique. Et là-dessus, je pense qu'il y a 2 ou 3 profondes mutations à faire si on veut continuer à vivre de manière apaisée en démocratie. Et je rappelle que ceux qui ont créé les algorithmes n'étaient pas des démocrates du tout dans l'Antiquité, loin s'en faut. La première, et c'est la plus importante, c'est l'éducation. Oui, Facebook, Twitter nous rappellent l'importance de l'éducation des enfants et des adultes. Moi, je me suis battu pour que les enfants n'aient pas de téléphone portable avant la seconde. Ça a été un combat, je l'ai gagné quand même. Mais c'est clé, parce que c'est soumis à des influences, c'est éduqué, et aujourd'hui encore plus qu'hier, vous ne pouvez pas croire ce que vous voyez. Difficile, hein? Vous ne pouvez pas croire ce que vous voyez. Donc c'est une éducation à l'esprit critique, au sens critique, qui demande du temps,
révolution copernicienne pour les États qui ont tous, en tout cas en Europe et aux États-Unis, développé du modèle autour du diplôme. Les éducations nationales ne servent qu'à une chose, produire du diplôme. Or, l'enjeu de demain, ce n'est pas de produire du diplôme, c'est d'éduquer des citoyennes et des citoyens. Donc il faut revoir intégralement le logiciel d'éducation des sociétés occidentales. Et donc c'est évidemment pas facile, mais aussi, pour les décideurs publics, il y a une éthique de la décision qui revient vraiment au fondement de la démocratie. La manipulation politique, elle existait au temps de l'Agora à Athènes, au temps du Forum romain. Ils n'avaient pas les mêmes moyens, mais les mécanismes étaient étonnamment similaires. Et aujourd'hui, face au numérique qui permet de passer à l'échelle la manipulation politique, il y a un enjeu extrêmement fort de revenir au fondement de la démocratie. Tocqueville écrivait très bien que la démocratie doit être indirecte, que la démocratie directe va finir toujours en dictature. Et c'est bien l'enjeu qu'on a aujourd'hui. Ce culte du référendum permanent, ce culte du sondage d'opinion permanent, amène à fonder des actes politiques et décisions politiques sur des manipulations dangereuses. Vous n'éviterez les manipulations que si vous revenez au fondement même de la démocratie, que les citoyens élisent des députés, des représentants plus qualifiés qu'eux, et ces députés, ces représentants, quel que soit le nom, décident de manière informée. Parce que vous pouvez contrôler la qualité d'un groupe de 500 personnes, pas de 60 millions. Ça ne marche pas. Or, aujourd'hui, la tentation en Europe comme aux États-Unis d'aller vers le référendum permanent, les sondages d'opinion, va à l'inverse de ça. Et ça, relisez l'histoire de l'Italie, que je connais un petit peu, dans les années 20. C'est exactement ce qui s'est passé sur les algorithmes. La démocratie directe finit toujours en dictature. Donc là, il y a une éthique, effectivement, de la responsabilité publique et une ascèse de la politique, de dire responsable politique, ça veut dire être fondamentalement populaire. Bon, c'est vrai aussi pour les responsables d'entreprises privées, je vous rassure, mais c'est encore pire pour les politiques. Et sans cette ascèse-là, effectivement, la démocratie sera en danger. Je conclurai quand même sur une note optimiste. On a beaucoup critiqué les équipes de Trump et du Brexit pour avoir utilisé de manière, on va dire, non vertueuse les algorithmes pour influencer. Il y a quelqu'un qui l'avait fait avant eux, qui est plus proche de susceptible, c'est Barack Obama. Hein. C'est lui le premier qui a créé le style. Pour le meilleur. Ça peut aussi être pour le pire. Et je me souviens que Nicolas Sarkozy avait dit qu'il s'était inspiré de sa propre campagne à l'époque. Comment est-ce qu'on va trouver cet équilibre qu'on est en train de chercher là, et de déterminer? Alors, je vous rappelle qu'on ouvre beaucoup de portes, hein, tous ensemble, évidemment, cet après-midi, et que vous pourrez nous poser des questions directement tout à l'heure à la fin de cette discussion. Mais quel est véritablement quels sont les moyens, les outils pour pouvoir trouver un équilibre, finalement, entre la puissance de ces entreprises et de ces réseaux et puis la puissance politique? Il va falloir trouver un équilibre. Yes, certainly. Oui, bien évidemment, on va trouver un équilibre. Mais c'est la question de l'équilibre du pouvoir entre le gouvernement et ses sociétés technologiques. Mais en fait, tout cela sous-tend toutes les discussions que nous avons sur l'usage responsable de l'intelligence artificielle, la démocratie et l'intelligence artificielle, parce que finalement, ce que nous voulons, c'est d'avoir voix au chapitre. Nous, en tant que citoyens, on veut savoir comment les choses se passent pour nous, pour le présent, mais pour l'avenir. Mais il faut que les gouvernements soient forts, il faut que nos gouvernements incite ces entreprises à faire des choses. Vous avez le deepfake, vous avez les médias sociaux qui se répandent. Alors si les gouvernements ne font pas quelque chose, finalement, nous aurons une société que nous méritons. Si on ne lève pas la main et si on ne prend pas des actions, alors en fait, on va avoir des deepfakes. Monsieur Biden a dit qu'il se présenterait à nouveau aux élections. Le Parti républicain a lancé une publicité fausse et Ron DeSantis utilise des fausses publicités en utilisant le deepfake. Et lorsque les politiciens combattent, rivalisent pour utiliser cette technologie avec des conséquences néfastes, il faut penser au rôle que nous devons endosser, nous, citoyens.
70% des personnes vont se servir de IGPT pour voter. C'est un problème que l'on ne doit pas résoudre en 2026, mais maintenant, ce sont les discussions qu'il faut avoir avec les représentants politiques maintenant. Et je voudrais faire une petite digression et je voudrais regarder d'autres aspects des choses. Beaucoup de sociétés technologiques vont vous dire « Vous ne pouvez pas nous réglementer, vous ne pouvez pas nous réguler parce que vous ne nous comprenez pas. » Vous savez, les politiciens ont régulé et réglementé des choses qu'ils ne comprenaient pas, et ce, depuis longtemps. Et je vois que l'Europe est au devant de la scène. Pendant cette conférence, il y a eu beaucoup de discussions. On dit que l'Europe réglemente beaucoup, mais que l'Europe n'innove pas beaucoup. Et moi, j'essaye de travailler depuis 2014 avec des entreprises, avec des gouvernements, afin de concevoir une intelligence artificielle qui soit responsable, une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Donc le point de départ, c'est la responsabilité. Ensuite, vous développez en prenant en considération la responsabilité. Donc ça, c'est la meilleure façon de faire. Je ne pense pas qu'il faille être trop dur avec l'Europe qui réglemente énormément. C'est ce que j'ai entendu énormément lors de cette conférence. Qu'il allait sans doute falloir réinventer les êtres humains que nous sommes face à l'intelligence artificielle. Déjà, cette notion-là m'intéresse, et est-ce qu'elle est valable aussi pour le citoyen, au-delà de l'individu et de l'humain? Je pense que c'est valable pour le citoyen, c'est valable pour tout l'humain, parce que tout simplement, ces technologies, elles viennent nous challenger dans ce qui faisait notre spécificité de l'humain. Je parlais du langage, mais c'est le cas aussi de la créativité. Il y a encore 2 ou 3 ans, on disait, si vous ne voulez pas vous trouver au chômage, si vous ne voulez pas être en compétition avec l'intelligence artificielle, faites un métier créatif. À mon œil, oui. Maintenant, avec Midjourney, les générateurs d'images, etc., on se rend compte qu'on est complètement challengé. Alors, il ne faut pas oublier que ce genre de choses est déjà arrivé. Je pense que l'arrivée de la photographie, par exemple, a complètement disrupté la peinture, qui avait jusque-là le monopole de la représentation du réel. La peinture a dû se réinventer. On a vu ce que ça a donné au XXe siècle. Finalement, beaucoup de créativité. Et de son côté, la photo est aussi devenue un art. Donc on peut sortir par le haut de ce genre on va dire de choc épistémologique. En revanche, pour ce qui est du citoyen, le travail reste encore à faire. Je voudrais capitaliser sur ce que disait Gianmatteo, et je suis 100% d'accord avec lui. La démocratie qu'on peut appeler participative montre très vite ses limites. D'abord parce qu'elle n'est pas vraiment représentative, c'est toujours les mêmes qui votent, parce qu'elle n'est pas contraignante pour le pouvoir exécutif, et puis aussi parce qu'à un moment, elle finit par entrer en compétition avec la démocratie représentative et la délégitimiser finalement. Est-ce que j'ai encore besoin d'avoir un député si je peux voter sur Twitter ? Et ça, de fait, c'est une difficulté. On va devoir penser des nouveaux modèles qui vont au-delà de ce qu'on fait actuellement. Par exemple, avec des modèles, on a travaillé là-dessus, je fais partie du Conseil national du numérique, et on a travaillé sur des modèles de création, de co-création. Et on voit que le citoyen n'est pas forcément quelqu'un qui va dire qu'il n'est pas content, qui ne va pas simplement se rassembler pour protester, mais qui peut aussi co-créer, penser de nouveaux modèles. Il y a de la science ouverte, il y a du renseignement en source ouverte, il peut y avoir aussi de la citoyenneté en source ouverte. Et c'est vrai que là, je pense qu'une technologie comme ChatGPT peut nous aider au sens où, moi, ce qui me marque dans cette technologie, ce n'est pas tellement la nouveauté technologique. Au fond, les modèles transformers, ils existent déjà depuis quelques années. C'est la démocratisation. En fait, 200 millions de personnes utilisent cette technologie. L'IA n'est plus cantonnée à des laboratoires, à des sachants. Tout le monde peut l'utiliser. Mais c'est vrai qu'avec la démocratisation vient un autre point moins désirable, et c'est ce que j'appellerais la prolifération. C'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser de fait, et c'est bien, mais c'est pas si bien que ça. On le voit avec les réseaux sociaux, on est content que tout le monde s'exprime, mais on est un peu peiné de lire ce qu'un certain nombre de gens écrivent. Et là, c'est un peu la même chose, et on voit que ces intelligences artificielles, ces larges modèles, il faut un petit peu les brider, parce qu'il y a eu des équivalents de ChatGPT sans aucune contrainte, et on pouvait poser toutes les questions du style « Comment faire disparaître un cadavre ?» C'est une question qu'on ne se pose pas assez. Et là, en fait, cette machine répondait froidement, mais Hitchcock était battu à plat de couture.
c'était froid et c'était chirurgical. Et en fait, on se rend compte qu'il va falloir encadrer tout ça. Le problème, c'est que ces entreprises comme OpenAI ne veulent pas dire quelle est la secret sauce, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur modèle d'entraînement. Et pour une raison très simple, je pense, c'est qu'ils sont certains que s'ils le dévoilent, tout le monde va leur tomber dessus. Est-ce que ChatGPT ne protège pas assez les communautés LGBT ou est-ce que ChatGPT est trop woke ? De deux points de vue, ils vont se faire taper dessus. Et en fait, je pense que ce que ça nous dit surtout, et je terminerai par ça, c'est qu'en fait, on n'est peut-être pas d'accord entre nous sur les valeurs et sur les règles qui devraient présider à l'utilisation, à la bonne utilisation de ces réseaux, de ces intelligences artificielles, de ces large models, et que peut-être que la première conquête de la démocratie, on va dire, en matière de large models, c'est que ça va nous obliger à nous poser et à avoir collectivement ce débat de savoir à partir de quels principes et de quelles valeurs on veut que ces technologies fonctionnent. Voilà, Ismaël, justement, comment est-ce qu'on peut légiférer, encadrer l'usage de ces algorithmes? Est-ce qu'il faut créer des lois? Est-ce que c'est possible d'ailleurs de créer des lois face à des technologies? Okay, sure. Oui, en fait, l'intelligence artificielle, c'est qu'un outil, en fait. Ça ne doit pas être notre maître, ça doit être notre esclave. Bon, ça peut être évidemment pour le meilleur ou pour le pire, mais si on parle des algorithmes de l'intelligence artificielle, ça dépend vraiment des données qu'on nourrit, avec lesquelles on les alimente. Alors, si on prend ChatGPT, on ne sait pas d'où vient la réponse. Ça veut dire qu'il nous faut réglementer cela, réguler tout cela. Bon, évidemment, les grandes entreprises vont dire, vous ne comprenez pas. Les services juridiques, par exemple, disent, vous ne comprenez rien de toute façon, mais on sait que ça vient de données, qu'il y a des sources, etc., qui vont influencer les résultats. Et donc, je pense que la réglementation est très importante. Il faut qu'on régule. Je me rappelle quand on a eu une discussion en Indonésie sur l'état ou comment ils allaient aborder la réglementation quant à l'intelligence artificielle. Et il fallait savoir ce que ces gens connaissaient de l'intelligence artificielle finalement, ceux qui vont faire les réglementations. Donc, quelle est leur connaissance? Donc, il faudrait une normalisation, des standards, des normes basées sur une connaissance commune finalement, et qu'on puisse partager finalement, et que tout le monde pourrait apprendre. C'est très important qu'on partage. Avant GPT par exemple, moi j'ai travaillé à Paris dans une entreprise. L'avantage d'utiliser les cookies par exemple. Avec les cookies, vous dites OK. Donc, avant, ça n'existait pas, puis on a commencé à utiliser les cookies. C'était très facile de collecter des informations. Donc, avec GPTR, avant cela, c'était pas facile. On avait un cookie pour détecter les personnes. Mais après cela, maintenant, il faut recueillir 80 paramètres, le temps votre téléphone mobile, par exemple, tous les éléments pour détecter ce que vous êtes. Il y a beaucoup plus de paramètres. C'est plus difficile. Mais maintenant, on a GPT. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus facile. Donc, sur un site Internet, par exemple, on va dire, bon, on va utiliser des cookies. Bon. Alors, il faut qu'on fasse des réglementations. Des réglementations, pas nécessairement qui sont très tactiques, mais très basiques, comme la transparence, par exemple, que ce soit juste. Par exemple, je suis d'Indonésie. J'ai demandé à ChatGPT, parce que je suis en surpoids, par exemple, donnez-moi un plan diététique, par exemple. Oui, mais je suis indonésien, il faut pas, ça ne sera pas le même régime que les régimes pour un Parisien ou un Italien. Donc, quand il y a une suggestion, c'est peut-être pas quelque chose qui me correspond personnellement, si vous voulez. Donc, il faut voir.
Ça pose maintenant tout ce qu'on est en train de se dire pour les organisations, pour les entreprises elles-mêmes, parce que ça se diffuse évidemment. Voilà, on est à l'aube de la seconde vague de la révolution informatique. Il y a eu la révolution industrielle, la révolution informatique numérique, et là, avec l'algorithme, il y a surtout la puissance de calcul. On rentre dans une nouvelle vague qui va profondément modifier les modèles économiques. Et j'évoquais tout à l'heure, effectivement, la fin du spécialiste T3, remplacé par des décideurs à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise? Ça crée beaucoup d'opportunités, mais inévitablement aussi quelques contraintes. La première opportunité, c'est que chaque dirigeant aujourd'hui s'interroge sur comment donner plus de sens au travail pour ses équipes. La bonne nouvelle, c'est que l'IA va l'aider, puisque l'IA va permettre d'automatiser une grande partie des tâches rébarbatives, mais qui doivent être faites. Là, chez Deloitte, on a commencé des pilotes sur un certain nombre de tâches de conseil pour automatiser une partie des process, ce qui ravit évidemment les collaboratrices et les collaborateurs, parce que ça leur dégage du temps pour la réflexion à la valeur ajoutée. Deuxième bénéfice, lui, l'économique, c'est que les clients n'aiment pas payer pour la partie à faible valeur ajoutée, mais qui est nécessaire pour livrer. L'avantage de l'IA, c'est qu'elle va permettre de le faire vite et bien, et donc moins cher. Donc ça, c'est autant d'éléments extrêmement bénéfiques et à du travail à beaucoup plus forte valeur ajoutée. À partir du moment où les algorithmes dans l'entreprise, j'insiste, se déploient en milieu fermé, sur données, qualifiées, revues et en confiance. Ce qui est différent de la politique où l'algorithme, là, il est en monde ouvert, donc avec un problème de confiance. La difficulté que ça va poser, les jeunes vont s'y faire. Aujourd'hui, si vous voulez encourager vos enfants à trouver des métiers très bien payés, c'est pas codeur qu'il faut faire, c'est prompteur pour les IA ou paramétreur pour les IA. Alors ça, c'est les nouveaux, ceux qui trouvent de l'or. Très bien. Mais pour les personnes plus âgées, les 40-50 ans, qui ont appris à maîtriser les techniques, dont la valeur sociale, si je puis dire, l'utilité sociale et économique est liée à la maîtrise des techniques, elles vont se retrouver en danger. Indéniablement, inévitablement, avec tous les risques sociaux que ça présente. Et là, pour les entreprises qui sont engagées dans les démarches RSE, c'est simplement de se rappeler que dans la RSE, le climat, c'est très important, mais il n'y a pas que le climat, il y a la partie sociale, et on a tous un enjeu énorme de formation de nos équipes, de nos collaboratrices, de nos collaborateurs, pour leur permettre d'être pertinents à l'ère de l'IA, pour leur permettre d'avoir des nouveaux talents. Comment travailler avec une IA? Les plus jeunes apprendront à la coder, les plus anciens à décider avec. Donc c'est des nouveaux métiers qu'il faut créer, des nouveaux cas d'usage. On travaille avec nos clients dessus, on travaille aussi pour nous-mêmes dessus, évidemment. Et ça va être un chemin délicat sur lequel les politiques vont être un peu perdus, parce qu'ils vont être tétanisés par le risque du chômage, avec des conséquences géopolitiques pas évidentes à prévoir, parce que, y compris dans le service, une partie de la production est dans les pays du Sud, en fait. Et le capital est dans les pays du Nord. Avec l'IA, on change ça. Le travail est dans le capital avec l'IA. Donc les premiers à en souffrir, ça va être l'Inde ou d'autres pays du Sud qui aujourd'hui ont tous des business cases qui sont produire de la production intellectuelle pour les grands cabinets de conseil de 8. Ils vont être attaqués là-dessus. Donc il y a une géopolitique nouvelle, pas simple. Donc les entreprises ont la responsabilité, surtout les grandes, de s'engager dans des programmes de formation pour rééquiper leur force de travail, leur redonner un sens et que tout le monde soit inclus. Ça sera difficile, mais je conclurai sur un point, on en discutait avant la table ronde entre nous. Je me suis amusé à relire l'Odyssée, mais à l'aune de l'IA. C'est fascinant, faites-le. L'Odyssée, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui, pendant 10 ans, va systématiquement sortir du cadre. Les dieux ont fixé un déterminisme. Les dieux grecs, Ulysse, il sait où il doit aller, il doit être puni. À chaque fois, il va sortir du cadre. Et à la fin, il trouve son humanité. Alors certes, ça a pris 10 ans, c'est vrai, c'était plus long, ça a été un peu compliqué, mais la définition même de l'humanité d'Ulysse, c'est le fait de sortir du cadre, de refuser le déterminisme. C'est l'enjeu du politique, c'est l'enjeu de l'entreprise par la formation, par l'engagement. C'est passionnant, c'est une nouvelle renaissance, mais comme toute nouvelle renaissance, ça va être difficile, mais c'est difficile parce que ça en vaut la peine, donc c'est un nouveau monde qu'on peut créer, il ne faut pas s'en priver. En guise de conclusion, très vite, parce que le temps file bien sûr, mais vous pensez que c'est le moment on l'a un peu évoqué déjà, mais c'est le moment de légiférer pour pouvoir vivre correctement entre l'homme et la machine? Yes, I do. Oui, je pense que c'est le bon moment. Oui, je crois. Pourquoi est-ce que je le crois? Parce que on voit déjà des emplois qui sont perdus.
Par exemple, à Singapour, j'ai fait une présentation. Il y a un banquier qui avait dit qu'ils avaient reformé 5000 personnes qui allaient être mises au chômage en raison de ChatGPT et peut-être déplacées. Mais ils avaient 8000 personnes qui ne pouvaient pas reformer. Donc 8000 emplois perdus qui devront changer d'emploi. Et donc on est témoin de cela maintenant. Donc j'aimerais que vous réfléchissiez. Est-ce que vous laissez vos enfants utiliser des jouets basés sur l'intelligence artificielle? Quelles données ont été tirées d'eux? Est-ce qu'on utilise la reconnaissance faciale? Comment est-ce que les enfants sont éduqués par les enfants? Ils sont vendus comme outils, comme des jouets éducatifs. Mais est-ce que vous savez quel genre d'éducation vos enfants reçoivent? Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est prévoir l'avenir. On sait ce que les mémoires noires, par exemple, à quoi ça ressemble et tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est planifier, avoir des bonnes politiques, des bons politiques pour qu'on travaille vraiment à savoir comment on contrôle l'intelligence artificielle. Il faut travailler là-dessus maintenant. Rick Sanovi. Pour l'homme de foi que vous êtes, est-ce que, en gros, on va vers des technologies qui permettent d'avoir un homme augmenté ou d'avoir quelque part un homme remplacé? Et est-ce qu'il reste encore un peu de place pour la spiritualité dans tout ça? Très bonne question. Je dirais que quand on dit que ChatGPT, c'est la démocratisation de l'intelligence artificielle, au sens où maintenant elle est accessible à tout le monde, on n'est pas seulement utilisé par les algorithmes, on commence enfin à utiliser les algorithmes. Il y a une dimension presque prométhéenne là-dedans, c'est un peu le don du feu. Quelque part, le feu a été volé aux dieux des grandes entreprises pour être partagé à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant. Après, la question, c'est de savoir ce que nous allons faire de ça. Et là, effectivement, soit on peut céder à l'hubris, et je pense que tous ces débats qu'il y a en ce moment autour des AGI, donc les intelligences artificielles générales qui pourraient prendre le pouvoir, etc., quelque part, en creux, ça dit si nous sommes capables de créer une créature, nous devenons créateurs. Donc quelque part, c'est une façon de se mettre un peu à la place de Dieu. Et ça, à mon avis, ça nous amène quand même assez vite dans le décor. Et je pense qu'à peu près toutes les traditions religieuses dans le monde disent la même chose. Se mettre à la place de Dieu, ça conduit dans le décor. Alors qu'en revanche, être pleinement à la place de l'humain, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut qu'on développe. C'est finalement être des humains qui sont à l'image d'un Dieu créateur, donc finalement très inventif, très, très, très doué pour poursuivre cette œuvre de création. Et là, on peut faire beaucoup. Et je pense qu'il ne faut surtout pas essayer de chasser cette dimension de spiritualité. C'est un invariant anthropologique, c'est là. Donc de toute façon, quand on le chasse, d'une façon ou d'une autre, ça revient. Et souvent, ça revient sous des formes assez pernicieuses. Alors que si on l'assume, finalement, ça fait de nous une humanité plutôt épanouie. Merci beaucoup, Cécile Godet. Je suis désolé parce que le temps presse. Je vous ai promis des questions, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais au moins la conclusion de cette table ronde. Merci, merci Martial. Donc, merci beaucoup à tous pour cette discussion passionnante. Alors moi, je retiens 4 grands défis en fait à relever. Alors j'ai envie de dire ces prochains mois parce que je pense qu'on n'a pas le temps d'attendre et ça va être un vrai challenge. Le premier défi, c'est le défi de l'acquisition et de l'évolution de nos compétences. Il est vrai que encore aujourd'hui, et je le vois dans nos universités, on peut avoir tendance à vraiment concentrer nos efforts sur les compétences techniques. Il s'avère qu'aujourd'hui, la compétence à développer, c'est la compétence décisionnelle. On pourrait l'appeler la compétence du savoir quoi faire, par exemple, la compétence de savoir sortir du script face aux préconisations des intelligences artificielles qui vont devenir de plus en plus prégnantes dans nos vies. Donc comment est-ce qu'on va réussir à former nos jeunes pour développer le plus rapidement possible ces compétences-là? Le deuxième défi, c'est le défi, j'ai écrit le défi de la donnée, c'est-à-dire effectivement d'où viennent ces données, comment sont-elles traitées, comment sont-elles utilisées. Et là, clairement, le rôle central que doit jouer l'État est largement discuté aujourd'hui, n'est pas remis en question pour pouvoir trouver un bon équilibre entre les opportunités de cette IA et les dangers. Un troisième défi peut-être est celui des risques liés à la dépendance et liés à l'autorité, lorsqu'on se place sous l'autorité du totem de l'IA.
Et là, pareil, j'ai vraiment le sentiment qu'une des compétences centrales qu'il va falloir développer, c'est la compétence de l'esprit critique. C'est-à-dire que réussir à développer cet esprit critique va nous permettre à contourner ces problèmes-là et nous conduire peut-être à poser un regard, de savoir quand est-ce que l'IA nous propose des résultats qui sont intéressants à retenir et savoir aussi quand est-ce qu'elle cherche à nous manipuler, à nous influencer, ce qu'on l'a compris peut conduire à des situations assez dramatiques. Et enfin, le dernier défi, le défi du renouveau de nos modèles démocratiques, notamment à partir des processus de co-conception ou de co-création des citoyens pour trouver des nouveaux modèles de gouvernance qui réussiraient à s'emparer de cette chance, de l'accès large et démocratisé de l'IA et d'un autre côté, toujours réussir à repérer les dangers de manipulation et d'influence. Et moi, c'est vrai qu'en étant professeur, je vois surtout le grand défi de la formation de la jeunesse qui arrive et il faut qu'on s'adapte très vite. Pas dans 1 an, pas dans 2 ans, mais presque dans les prochaines maquettes que nous sommes en train de développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous les 5. Merci à vous.